Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de l'économie. Tout de suite, le sommaire. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures accueillera peut-être bientôt un nouveau pays membre. Il s'agit de l'Égypte qui en a émis le vœu lundi. L'Organisation mondiale du tourisme confiant en l'avenir du tourisme tunisien. Le pays est capable, selon elle, de rebondir après l'attentat contre le musée du Bardo. Enfin, en Crimée, l'embargo russe apparaît comme une bénédiction pour les producteurs d'huîtres. Je le disais à l'instant, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures accueillera peut-être bientôt un nouveau pays membre, de l'Égypte qui en a en tout cas émis le vœu. Il a émis le vœu de rejoindre cette banque que la Chine et une vingtaine de pays se sont accordés à créer en octobre 2014. Une banque qui disposera dans un premier temps d'un capital de 50 milliards de dollars et dont le siège sera installé à Pékin. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Russie ont également annoncé leur intention de rejoindre cette institution qui est par ailleurs très critiquée par les États-Unis. L'Organisation mondiale du tourisme, OMT, a dit lundi avoir une entière confiance dans la capacité de la Tunisie à rebondir après l'attentat sanglant du 18 mars dernier au musée du Bardo. Les premiers chiffres enregistrés après cet attentat sont pourtant en berne. Le tourisme tunisien se relèvera-t-il de l'attentat du 18 mars contre le musée du Bardo? L'Organisation mondiale du tourisme se veut en tout cas optimiste. Elle soutient avoir entière confiance dans les capacités de la Tunisie à tourner dos au passé et redonner du punch à son tourisme. Un optimisme qui contraste cependant avec les chiffres actuels qui sont plutôt en berne depuis la réouverture du musée du Bardo au public. Selon le syndicat national des agents de voyage en France, les réservations pour la Tunisie étaient en baisse de 60% par rapport à la même période en 2014. Pour autant, les autorités du pays restent déterminées et assurent qu'une vraie volonté politique existe en Tunisie pour relancer et développer le secteur touristique. Entre autres options envisageables, la diversification de l'offre touristique incluant le tourisme balnéaire et le développement du tourisme culturel mais aussi médical. Notons que le tourisme tunisien pèse plus de 7% du PIB national. Plus de 480 000 emplois dépendent directement ou indirectement de ce secteur, soit environ 12% de la population active selon la Banque mondiale. Je vous propose maintenant un tour d'horizon du reste de l'actualité économique sur le continent africain. C'est une compilation signée Emmanuel Crépy. Le Fonds monétaire international FMI a achevé son plan d'allègement de dette d'environ 100 millions de dollars en faveur des 3 pays africains frappés par l'épidémie d'Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. C'est l'annonce faite par l'institution le 26 mars dernier lors d'une conférence de presse. L'institution internationale a ainsi accordé un don de 29,8 millions de dollars à la Guinée, 29,1 millions de dollars à la Sierra Leone et 36,5 millions de dollars au Libéria. Le FMI souhaite ainsi alléger la dette de ces 3 pays et leur permettre d'augmenter leurs dépenses en matière de santé publique. Ces fonds sont donc destinés à les aider à contrer l'épidémie d'Ebola. L'Algérie a enregistré un déficit établi à 341 millions de dollars sur les mois de janvier et février contre un excédent de 1,71 milliard de dollars à la même période de 2014. Ce résultat est la conséquence de la chute des prix du baril de pétrole, avec un prix du baril de pétrole qui oscille autour de 55 dollars depuis 6 mois. La recette en valeur des exportations algériennes a connu une baisse d'environ 30%, passant de 10,82 milliards de dollars aux 2 premiers mois de l'année 2014 à 7,72 milliards de dollars sur la même période de l'année 2015. Pendant ce temps, la facture des importations demeure toujours élevée avec 8,06 millions de dollars enregistrés en janvier-février 2015.
Dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la croissance devrait s'établir à 4,2% en 2015 contre 4,4% l'année écoulée. C'est du moins l'estimation faite par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Le déficit budgétaire est prévu à moins 6,3% du PIB. Celui du compte extérieur courant devrait plonger à moins 20% du PIB contre moins 6,8% en 2013 et environ moins 9,5% en 2014. L'inflation pour sa part pourrait s'établir à 2,8% du fait d'un ralentissement de la demande intérieure. Si aucune raison officielle n'a été donnée à cette forte baisse dans la zone CEMAC, elle pourrait être liée à la chute drastique des cours du pétrole au second semestre 2014. En Crimée, les producteurs d'huîtres et de moules rêvent de prendre d'assaut le marché russe. L'embargo alimentaire décrété par Moscou contre l'Occident est donc une bénédiction pour ces producteurs. Si leur projet se concrétisait, eh bien, la production aujourd'hui modeste pourrait exploser pour atteindre des millions d'huîtres produites par an. Le départ se fait en bateau. À quelques centaines de mètres du rivage, Evgeny prépare sa bouteille d'oxygène, ses paniers et son couteau. Une plongée d'une dizaine de minutes pour ramener des mollusques pour le moins insolites pour la Crimée. Aujourd'hui, on a remonté des moules et des cages à huîtres. Des huîtres dans la mer Noire, on n'avait pas vu cela en Crimée depuis la révolution de 1917, date à laquelle les communistes ont mis fin à cette production, trop aristocratique à leur goût. Sergueï Koulik fait figure de nouveau pionnier. Moscovite, il fait des allers-retours entre la capitale russe et la Crimée et possède le seul élevage d'huîtres et de moules de la presqu'île. Une affaire pas encore rentable, mais prometteuse. Pour les huîtres, il y en a un maximum 500 d'accrochés par ligne d'élevage. Donc 500 fois 2 euros, ça fait 1000 euros par ligne. Ces huîtres seraient plus douces et plus sucrées que leurs concurrentes européennes en raison d'une eau moins iodée. Pour l'heure, elles ne sont vendues qu'en Crimée, mais depuis l'embargo alimentaire décrété par Moscou envers l'Occident, les restaurateurs russes ont dû changer leur chaîne d'approvisionnement. Terminé, les huîtres françaises. Le téléphone de Sergueï n'arrête pas de sonner. Les grandes tables de la capitale et de Saint-Pétersbourg convoitent ces précieux coquillages. Les sanctions, du pain béni pour ce chef d'entreprise. Prochaine étape, augmenter ses capacités de production. Si tout se passe comme je le souhaite, on pourrait passer à un niveau de production industrielle. Je pourrais produire jusqu'à 1 million d'huîtres et 50 tonnes de moules par an. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Sergueï au port de Balaklava, près de Sébastopol. Il a acheté ce vieux bateau d'occasion en Italie, une mini-usine pour calibrer ses coquillages en fonction de leur taille. Les grandes huîtres prêtes pour le marché sont vendues et les petites, on les met dans des filets en plastique en forme de saucisson pour qu'elles continuent de grandir et arrivent à maturité. Si le rêve de grandeur de Sergueï se concrétise, son vieux bateau italien sera relégué à l'âge de pierre au profit d'une production industrielle. Avec à la clé de gros bénéfices et des débouchés assurés dans toute la Russie, qui aura pris l'habitude des huîtres élevées dans sa province de Crimée. Égrenage du coton béninois hors du territoire national, le Burkina Faso donne son accord. Telle est la une que le quotidien L'Économiste affiche aujourd'hui. Et pour en savoir plus, nous allons retrouver tout de suite mon confrère Casimir. Casimir, bonjour. Bonjour Inès. C'est un plaisir renouvelé de te retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, le Bénin sollicite à nouveau l'aide d'un autre pays, notamment le Burkina Faso, pour l'égrenage de son coton. Les raisons de cette sollicitation? Oui, il faut le dire, hein, en ce moment à Cotonou, la pluie bat son plein. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et l'or blanc est confronté aux intempéries liées à cette saison pluvieuse. Alors, le gouvernement a décidé, hein, en l'espace de 3 mois, de faire appel aux voisins afin que le coton soit égrené, afin que nous ne puissions pas enregistrer des pertes économiques en la matière. Donc voilà, l'une des raisons fondamentales qui fondent aujourd'hui l'appel à l'extérieur par le gouvernement pour égrener le coton béninois.
Quelles conséquences justement pour l'économie béninoise? Il faut dire que sur les 19 usines que dispose le pays en ce moment, la production, l'égrenage a connu un regain, une baisse considérable, ce qui fait qu'aujourd'hui, les 19 usines ne sont pas en même d'égrener le coton. Nous sommes environ à un égrenage de 300, la capacité de ces usines est de 3000 à 4000 tonnes le jour. Aujourd'hui, nous sommes un peu en dessous de 2600 tonnes le jour. Donc, la production par rapport à la production qui est de 350 000 tonnes, aujourd'hui, le gouvernement se confronte à une difficulté d'environ 200 000 tonnes. Alors, lorsque vous évaluez le coût de production au Bénin qui est de 60 000 francs CFA la tonne, et par rapport à ce que le Togo déjà a proposé qui est de 70 000 tonnes, il y a un gap de 10 000 francs CFA qui est rapidement comptabilisé là et qui serait payé par le Bénin. Alors, quand tout calcul fait, le Bénin se retrouve aujourd'hui au-delà de 2,5 milliards, bien évidemment, de francs CFA de PET en termes d'égrenage de ce coton qui déjà est frappé par les intempéries et qui forcément ne pourra pas tenir la promesse des cotonculteurs. Alors comment faire justement pour éviter une telle crise? Oui, pour éviter une telle crise, c'est déjà que le gouvernement va revoir sa politique en termes d'égrenage parce qu'il y a une situation pas très confortable au niveau de certaines usines d'un promoteur, particulièrement les usines de l'opérateur économique Patrick Talon, qui actuellement est en disgrâce avec le gouvernement. Donc il va falloir que le gouvernement essaie d'harmoniser son point de vue parce que ici c'est l'intérêt supérieur de la République qui est mis en cause. Donc il va falloir qu'au plus pressé le gouvernement puisse installer un cadre de confiance entre les égreneurs et l'État béninois afin que nous ne puissions plus assister à ce genre de situation. Parce qu'il faut le dire, envoyer le coton béninois à l'extérieur du pays, c'est une coopération sous-régionale, mais le Burkina Faso, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, le Tchad ou le Togo, c'est des concurrents du Bénin et par conséquent ne vont pas forcément miser sur le tableau sous-régional, ils vont forcément vouloir un peu asphyxier, si j'ose parler ainsi, la production afin que le découragement puisse s'installer au niveau des cotonculteurs. Et c'est d'ailleurs ce que nous assistons parce que aller à 350 000 tonnes et être incapable de les grainer alors que les autres pays sont un peu au-delà de cela, ils produisent 2 fois plus et finissent par égrener, c'est que vous comprenez que forcément le producteur va se décourager et quand le producteur se décourage, c'est que c'est l'économie qui va en souffrir. Justement, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans ce secteur-là? Oui, l'or blanc aujourd'hui est menacé au Bénin, ça c'est un secret de polichinelle et le gouvernement essaie de rafistoler un peu les différents paramètres afin que la production ne puisse pas en souffrir. Mais on constate là que au-delà d'une table de négociation, le gouvernement installe plutôt une certaine division au sein des producteurs et cela ne favorise pas forcément l'éclosion, la bonne ambiance au sein des producteurs. Et mieux, il faudrait aujourd'hui que le gouvernement aille au-delà de l'égrenage et que désormais le Bénin commence par aussi transformer sa matière première afin que le produit fini soit exactement comme exporté. La Côte d'Ivoire le fait pour le cacao maintenant. Merci beaucoup, un peu comme la Côte d'Ivoire, un peu aussi comme le Cameroun qui le fait aussi. On doit pouvoir aujourd'hui réfléchir sur des politiques afin de pouvoir installer des usines, permettre à ces promoteurs-là, au lieu d'aller